sur le thème de la sécurité qu'on a décliné en prévention, tranquillité publique et droit à la sûreté. C'est un thème qui est complexe et qui a nécessité une grande réflexion par le groupe de travail bien sûr et aussi grâce aux rencontres qui ont été faites sur le terrain et dans les quartiers avec les Niçoises et les Niçois. On entend évidemment partout parler de tout sécuritaire et c'est le langage qu'utilise monsieur Estrosi qui en a fait le fer de lance de sa politique pendant quand même 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans. Il avait effectivement estimé que notre ville devait être un laboratoire de la sécurité et de ce fait, il y a réussi en partie, mais on va voir quelles sont les failles de ce qu'il a mis en place, puisque nous sommes l'une des villes qui sont les plus vidéosurveillées de France, avec une police municipale la plus nombreuse, la plus armée d'ailleurs, et il a fait un certain nombre de tentatives d'ailleurs pour introduire une reconnaissance faciale. Il l'avait fait déjà il y a quelques années sur les entrées des lycées et collèges, et il avait été là retoqué par la CNIL. Alors on peut se poser la question de savoir quels sont les résultats qui ont été obtenus avec une telle politique. Et on donne effectivement un certain aperçu des chiffres de la délinquance et de la criminalité dans la ville de Nice, avec les moyens financiers qui ont été mis en œuvre. Alors finalement, on reste dans la moyenne des villes comparables et on peut dégager 3 observations sur ce point. On a une légère baisse en rapport avec les cambriolages, à peu près les mêmes chiffres sur les vols et quelques augmentations sur les coups et blessures, avec un coût extrêmement fort de cette politique qui donc, on ne peut pas dire que ça se traduit par des résultats particulièrement significatifs. De 2021 à 2023, on a effectivement été l'un des départements qui ont été les plus touchés par les crimes et délits à caractère raciste, xénophobe et antireligieux. Et Nice en fait évidemment malheureusement partie. Et ensuite, force est de constater que notre département a été le lieu où les féminicides ont été fort nombreux et les plus récents, ce sont les meurtres de Lisa en 2022, de Larissa en 2025 et de Lisabeth en 2026. On est donc en l'état d'une débauche absolue de moyens qui, encore une fois, n'ont pas permis d'obtenir des résultats escomptés, en tout cas annoncés à force de grosses publicités. Et quand on y regarde de plus près, dans le budget de fonctionnement qui est consultable, on a un budget de fonctionnement de 93 millions d'euros pour la sécurité, en comparaison avec 21 millions d'euros pour l'action sociale. On est donc dans un choix qui est un choix politique déterminant et qui va avoir de très graves conséquences. Ces types de politiques n'ont malheureusement pas empêché que se déroulent à Nice un certain nombre d'attentats. On rappellera évidemment les 86 victimes du 14 juillet 2016, 3 victimes de la basilique Notre-Dame en 2020, et le fait que, bien entendu, on doit être extrêmement attentif à ce type de survenance qui ont 2 possibilités de causes qui sont à la fois le djihadisme d'une part et les groupuscules d'ultra-droite d'autre part. On a donc particulièrement un effet tangible et dont beaucoup de personnes s'emparent, qui est le trafic de drogue, qui s'étend effectivement sur la ville, avec un certain nombre de décès, soit directs, soit collatéraux. Et on pense évidemment à 16 décès qui ont été enregistrés malheureusement depuis 2024. Mais cependant, ça, ce sont des victimes identifiées, mais les victimes, ce sont toutes celles aussi qui résident dans ces quartiers, parce que il y a des habitants et habitantes qui sont et qui malheureusement restent sous le coup des trafiquants, que ce soit des dealers, des guetteurs,
des nourrices, et on reviendra sur le problème particulier des nourrices parce que c'est un profil qui est particulier dans la mesure où malheureusement ce sont souvent des femmes qui sont des femmes isolées, en difficulté, en précarité, qui peuvent avoir des retards de loyer et qui sont approchées évidemment pour à la fois que l'on résolve entre guillemets la difficulté qu'elles ont et les contraindre du coup à devenir des nourrices. Et la défense après, elle est très compliquée. J'en parle avec en sachant de quoi nous parlons parce que nous avions eu effectivement le cas d'une jeune femme qui s'était trouvée dans cette situation au Moulin et qui a été finalement et heureusement pour elle relaxée des poursuites en expliquant quelle était sa situation. Donc le trafic de drogue, c'est effectivement pas une nouveauté. Ceci dit, on remarque bien entendu qu'il s'étend. Ça, c'est pas effectivement une grande découverte, mais on a surtout des modalités qui sont des modalités différentes et des mutations. Alors, on remarque et on peut faire un certain nombre de remarques sur la manière dont il s'étend, avec une augmentation de consommation de drogue dure, avec des règlements de compte, malheureusement, qui se multiplient et qui font donc des blessés directs et indirects. On a la venue et l'installation d'un certain nombre de trafiquants extérieurs et cela engendre malheureusement des recrutements, mais on y reviendra, de jeunes étrangers migrants qui se trouvent en grande difficulté et qui sont happés par le trafic et malheureusement, ça s'accompagne de grandes violences et de quelquefois de coups et de séquestration pour les contraindre à devenir des dealers. On a également une circulation d'armes et d'armes de guerre qui sont remarquées et qui sont même trouvées lors des perquisitions. Et on a une ampleur du réseau de blanchiment de l'argent de la drogue. Donc, par rapport à cette situation-là, dont on ne peut que dire qu'elle est dramatique et particulièrement difficile, je crois qu'il faut ne pas tromper les Niçoises et Niçoises et les habitants et les habitantes. On n'a pas de solution miracle à apporter à cela. On a simplement un constat qui doit être clair et surtout une possibilité, autant que possible, de ne pas répéter les erreurs passées, de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre tous les leviers possibles pour qu'on puisse lutter efficacement contre le trafic de drogue. Et ce qui est relevé et qui participe précisément au fait qu'on n'y arrive pas, c'est la confusion dans le rôle des politiques des polices municipales et nationales, avec des reproches systématiques qui sont faits d'ailleurs à l'égard de l'État. Dès que quelque chose ne marche pas, dès que le coup de buzz ou l'éclairage qui a été fait à un moment donné T sur un quartier ne donne pas les résultats, c'est évidemment la faute de l'État. Et puis, bien évidemment, on y trouve une absence de politique de prévention globale qui favorise la bascule dans la délinquance, mais on y reviendra aussi. Nous écartons la question de la sécurité routière parce qu'effectivement, ça, on le traite dans le volet transport, donc on ne l'abordera pas aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on peut déterminer et qui nous permettra justement de savoir comment est-ce qu'on oriente notre programme, en tout cas le nôtre, c'est le fait de caractériser les choix qui ont été faits actuellement. Le premier choix, c'est la technosurveillance. C'est-à-dire qu'on a effectivement misé sur ce qui doit et rester un outil, c'est-à-dire les caméras de vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, encore que celle-ci pour l'instant est encadrée par des règles très précises et on ne peut pas écarter les moyens techniques, il faut simplement savoir les laisser à leur place, c'est-à-dire à celle d'un outil. La répression et évidemment le discours qui va avec
et la démonstration que finalement ça ne marche pas, puisque le choix qui était et qui consistait à mettre les axes de répression au cœur des missions de la police municipale a eu trois conséquences. D'abord, que la politique de prévention est délaissée et n'existe pratiquement pas, que la confusion entre les missions des policiers municipaux et des policiers nationaux est de nature précisément à, d'une part, mettre en danger les premiers et d'autre part, ne pas permettre du tout à élucider grand-chose. Et ensuite, les rivalités précisément entre les institutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Troisième caractéristique, c'est la privation de la sécurité. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, la privatisation de la sécurité. Effectivement, on a vu mettre en place un certain nombre de relais et de marchés qui sont confiés à des groupes industriels pourvoyeurs de technologies de surveillance. Et on a effectivement un grand nombre de marchés passés par la ville de Nice en ce sens. On a aussi l'instauration de ce qui s'appelle la GAIDA. Alors, j'ai un peu de mal avec l'acronyme, donc je l'ai noté. Le groupement d'agents interbailleurs contre les désordres et les abus, qui intervient à Nice-Ouest et qui ont été effectivement étendus. Et ce qui nous est quand même donné comme information, c'est intéressant, c'est que c'est une déambulation finalement de personnes qui peuvent avoir quelquefois des éclats de violence et qui, au demeurant, ne permettent pas de résoudre grand-chose, ni même d'apporter d'ailleurs un sentiment de sécurité au quartier. Et puis ensuite, l'exigence de passer par des sociétés de sécurité privées lorsque on a un certain nombre de grands événements qui se développent, puisque il est imposé effectivement aux associations qui les organisent de les mettre en œuvre. Et on a eu la remarque de ce qu'à un moment donné, ils ont même remplacé les policiers municipaux qui se trouvaient devant les écoles, témoins ici de ce que nous indiquons. Et ensuite de cela, eh bien, évidemment, la caractéristique conséquence que l'on peut déterminer, c'est qu'on est en l'état d'une ville qui est une ville qui est fermée et qui est une ville qui est inégalitaire. Dès qu'on a un souci, on met des grilles, on répond par des clôtures. C'est pas tout à fait ça qui va faire lien social. Dans le même temps, on a effectivement un enclavement et une ségrégation des quartiers, puisque le tram qui devait arriver à l'Ariane n'y est toujours pas, et s'il y arrive en 2031, c'est encore pas forcément sûr. Et ensuite, on voit fleurir un certain nombre de dispositifs qui sont contre les personnes précaires, contre les personnes qui sont dites sans domicile fixe, puisque vous avez tous remarqué le fait que on a maintenant des accoudoirs sur les bancs, on a, et c'est devant le palais de justice par exemple, on a des chaises qui sont éloignées les unes des autres, donc on peut même plus finalement se parler, et le seul but de tout cela, c'est d'éviter effectivement que certains puissent s'y allonger. Donc, on a finalement, dans le cadre de ces axes politiques clairs, une faillite, il faut le dire tel que, une faillite de ce qui est mis en place. Et ce que l'on va essayer de réfléchir ensemble, c'est comment est-ce que on peut intervenir à la fois sur ce qui est et reste régalien, c'est-à-dire en fait les instances nationales, et comment est-ce qu'on peut peser dessus, et comment est-ce que dans les domaines qui sont véritablement les nôtres, municipaux et métropolitains, on peut avoir des propositions qui puissent en tout cas permettre d'avancer sur ce terrain. Et je passe la parole à Olivier Salerno pour ce qui dépend des instances nationales. Merci beaucoup. Déjà, il va falloir réinstaurer et remettre au centre l'idée d'une police de proximité. Vous le savez, la disparition de la police de proximité a été décidée par Nicolas Sarkozy de façon très médiatisée. Et ça a profondément affaibli la capacité des forces de l'ordre à assurer la sécurité de façon efficace
mais surtout apaisée dans tous les quartiers. En supprimant cette présence des policiers de proximité au quotidien, on a remplacé la police de terrain par une police principalement répressive, suréquipée et qui intervient surtout dans des situations de crise quand les choses sont déjà trop tard. Cette logique du tout répressif a montré ses limites et surtout, elle alimente la défiance. Elle détériore les relations entre la population et les forces de l'ordre et aussi, elle isole les policiers qui sont davantage perçus comme une menace plutôt que comme une protection, comme ils ont pu être perçus au moment de l'instauration de la police de proximité. Donc cette rupture de confiance avec les habitants et la police, ça nuit évidemment gravement à l'efficacité des politiques de sécurité. Parce que quand on réfléchit bien, sans les échanges, sans les informations, sans surtout le lien humain, c'est tout le renseignement de terrain qui disparaît. Et le renseignement de terrain, c'est quelque chose de primordial si on veut être efficace face au réseau de trafic, de violence et toute l'économie illégale et parallèle qui prospère. Restaurer une véritable police de proximité, c'est changer de vision de ce que doit être la police, c'est-à-dire un service fondé sur la présence, le dialogue, la médiation et surtout la connaissance fine du territoire. Et pas de connaissance fine sans proximité. Il n'y a pas de connaissance fine sans mise à distance. C'est pour ça que la police de proximité est primordiale. À Nice, donc, nous serons force de proposition pour faire avancer concrètement ce modèle. Et nous voulons que Nice devienne un territoire pilote, un laboratoire d'une tranquillité publique apaisée. Ça, c'est pour le volet police de proximité. Après, évidemment, on l'a toujours dit, en parallèle de cette présence sur le terrain, il faut obligatoirement augmenter les moyens de la police d'investigation. Encore une fois, comme dans toutes les politiques qu'on a connues depuis une dizaine d'années qui sont très libérales, le service public manque de moyens et en a de moins en moins. Et c'est aussi le cas de la police d'investigation, avec les officiers de police judiciaire. Les professionnels de la police comme de la justice le rappellent régulièrement. La priorité doit être donnée au renforcement de la police d'investigation plutôt qu'à la seule multiplication des dispositifs d'intervention qui sont médiatiques, visibles. On arrive, on a des belles images pour les caméras, on donne l'impression qu'on s'occupe du problème, mais on sait très bien que c'est pas efficace sur le long terme. Et d'ailleurs, les habitants et les habitantes de ces quartiers ne sont pas dupes parce qu'ils le disent eux-mêmes. Une fois que les caméras sont parties, le problème revient. À Nice, l'accumulation de caméras d'opérations ponctuelles et d'annonces sécuritaires n'a pas permis de traiter en profondeur les causes de la criminalité organisée. La police judiciaire, qui est chargée d'enquêter, d'identifier les responsables et de démanteler les filières, reste aujourd'hui beaucoup trop sous-dotée. Les effectifs sont insuffisants, la surcharge des enquêteurs est énorme et les délais, évidemment, s'en retrouvent allongés. L'insécurité qui touche notre territoire s'appuie largement sur 3 grands réseaux criminels qui sont très structurés. Ces réseaux sont ceux-ci, c'est le trafic de drogue, bien sûr, on en parle beaucoup, qui est lié de façon très logique, c'est le trafic d'armes qui va avec, et aussi le trafic d'êtres humains, notamment de tout ce qui est exploitation sexuelle, travail forcé, réseau de passeurs, etc. Ces phénomènes ne peuvent pas être combattus efficacement s'il n'y a pas un travail d'enquête approfondi, du renseignement et une coopération étroite avec l'autorité judiciaire. À l'échelle municipale, comme vient de le rappeler Mireille Damiano, il ne s'agit absolument pas de se substituer à l'État, mais de créer des conditions d'efficacité. La ville peut structurer les échanges réguliers entre la police municipale de proximité, la police nationale, les magistrats et les acteurs et les actrices sociaux afin de fluidifier la circulation de l'information. On peut également mettre à disposition des moyens logistiques concrets, par exemple avec des locaux adaptés ou des outils de coordination, un appui matériel pour faciliter le travail d'enquête et renforcer la coopération opérationnelle pour gagner en efficacité. Autre volet, il faut évidemment, vu qu'on a parlé beaucoup de prévention, et c'est primordial, renforcer la protection judiciaire de la jeunesse.
Renforcer la protection judiciaire de la jeunesse à Nice, donc la fameuse PJJ, c'est un enjeu majeur pour prévenir la récidive, bien sûr, pour accompagner les mineurs et les jeunes majeurs en difficulté et soutenir les familles. Renforcer la PJJ, notamment avec la création d'emplois nécessaires et demandés par les organisations syndicales de ce corps même, c'est réaffirmer la primauté de l'éducation sur le répressif. Parce que souvent, quand le répressif arrive, c'est qu'il est déjà trop tard. Ça fournit un cadre stable et sécurisant aux jeunes vulnérables pour favoriser la réinsertion sociale. Alors, les services de la PJJ, ici, et même en France, sont en sous-effectif chronique, particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Le manque de moyens est criant et le nombre de places disponibles dans les structures de placement est largement insuffisant. Ici, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Le préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Nice se gardent bien dans leur communication sur les chiffres de la délinquance de citer le taux de récidive des jeunes. La lutte contre la récidive est donc déterminante à 2 niveaux pour permettre aux jeunes de sortir de la spirale de la délinquance et pour les retirer de la main des trafiquants. David Nakache va vous parler d'un autre volet très important. Merci Olivier. Alors, on l'a vu au niveau national, on veut peser sur les instances nationales, que ce soit le Parlement, que ce soit le ministère et son représentant le préfet. Olivier l'a dit, sur les forces de police et la répartition, police de proximité à réinstaurer, police d'investigation et prévention de la récidive avec la PJJ. Il y a 2 autres volets qui sont extrêmement importants. Ils relèvent d'une autre stratégie complémentaire. Cette stratégie, c'est celle de tout faire, tout mettre en œuvre pour affaiblir le business du trafic. Le trafic, que ce soit trafic de drogue, trafic d'armes, traite des êtres humains, c'est un business avec des réseaux qui sont organisés de façon pyramidale et très capitaliste pour faire du rendement au maximum. Et il faut leur retirer des parts de marché et du retour sur investissement. Une des principales parts de marché des trafiquants de drogue dans les Alpes-Maritimes, comme ailleurs en France, on estime à peu près que c'est 40% de leur business, c'est le cannabis. La légalisation du cannabis, ça permet de retirer une part de marché énorme au trafic de drogue. Il faut affaiblir ce réseau. Ils font ça pour l'argent, on va leur retirer cette manne financière. Et la légalisation du cannabis, elle a plusieurs avantages. D'abord, au niveau de la santé publique, parce que dès qu'on parle de drogue, il faut parler de santé, parce que les consommateurs que l'on cherche à pénaliser par tout moyen sont très souvent des personnes qu'il faut soigner, tout simplement, qui sont sous addiction. Donc, au niveau de la santé publique, la légalisation, elle permet de contrôler la nature des stupéfiants qui vont être distribués et d'avoir des produits qui sont de bien meilleure qualité. Donc, ça, c'est un élément central. Sur un plan économique, je vous le disais, elle assèche fortement les circuits de distribution qui sont contrôlés par les gangs, par les mafias, en réduisant ainsi l'ampleur du trafic de drogue. Et ensuite, sur le plan fiscal, c'est une rentrée d'argent. Ça veut dire qu'à partir du moment où on légalise, comme du temps de la fin de la prohibition de l'alcool, quand on a commencé à légaliser l'alcool puis le tabac, ça fait une rente financière importante. Et cette rente financière, elle peut être réutilisée justement pour financer tout le programme de santé et la prise en charge des personnes qui sont victimes d'addiction et leur accompagnement. Donc, dans les pays où ça a déjà été mis en œuvre, et un des meilleurs exemples, c'est le Canada, on a un réinvestissement de l'argent qui est obtenu par la vente légale dans le dispositif de santé. Et il y a un 4e effet qui est extrêmement important et intéressant pour nous dans le dispositif, dans le continuum de sécurité, c'est que en fait le cannabis, ça occupe une part énorme dans le temps consacré par les policiers. Et on a parfois des policiers qui nous disent que 1/3, voire 40, voire parfois 50% de leur temps de travail est accaparé simplement par les points de deal et par le trafic de cannabis. Donc, il faut libérer du temps pour la police et libérer du temps pour la justice, qui croule sous les dossiers qui sont liés à la consommation de cannabis. Alors, on pourrait se dire c'est uniquement une lutte nationale, mais on peut pousser. Il y a des villes comme la ville de Strasbourg qui a proposé au ministère d'être une ville pilote pour expérimenter la légalisation du cannabis sur son territoire. Et on espère, si on a un jour un gouvernement plus favorable, pouvoir faire entendre notre voix et faire de Nice une ville pilote pour la légalisation du cannabis, parce qu'on voit bien que l'emprise qu'a pris le trafic de drogue depuis
Le tournant, c'est 2024. Hein. L'année 2024, c'est vraiment l'année pivot d'extension du trafic de drogue et de l'extension de l'emprise du trafic sur la ville de Nice, en commençant par les Moulins. On voit bien que là, on doit être à plus de la moyenne nationale. Il y a peut-être plus de 40% de l'ensemble du trafic qui est lié au cannabis. Et donc, il faut leur retirer cette manne financière importante. Et dans le même, la continuité, quand on parle de manne financière, ce qu'il faut, c'est freiner le retour sur investissement. Et là, c'est tout le travail de lutte contre le blanchiment de l'argent des trafics. Alors, on a un dispositif départemental pluridisciplinaire avec les douanes, les services sanitaires, la police, etc. La police municipale y contribue. Elle pourrait faire beaucoup plus. Une police municipale de proximité. Tout à l'heure, Olivier développera ce que l'on entend par les nouvelles missions de la police municipale. Elle peut être une source d'information extrêmement précieuse et de contrôle administratif pour permettre un démantèlement des réseaux de blanchiment de l'argent, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes. Et il faut impérativement lutter à ce niveau-là. Et tous les leviers qui vont permettre d'affaiblir l'emprise du trafic doivent être activés à tous les niveaux. Donc ça, c'était au niveau national. Ce sur quoi nous, si nous sommes élus, si demain nous avons de la gestion de la ville de Nice, nous pèserons par tout moyen au niveau national pour la restauration de la police de proximité, le renforcement de la police d'investigation et de la PJJ, la légalisation du cannabis et la lutte contre le blanchiment de l'argent. On arrive maintenant au grand volet qui concerne les actions qui dépendent directement de la ville de Nice. Le principal constat, Mireille Damiano l'a dit, le principal échec que nous avons à Nice dans la politique sécuritaire, c'est l'absence d'une politique de prévention ambitieuse, complète, et qui met en musique, qui coordonne les actions de tous les acteurs qui doivent pouvoir agir. On a abandonné la prévention à Nice, et il faut le dire et le rappeler. La politique du tout sécuritaire est un échec. La répression sans la prévention est inefficace dans la durée. On a eu des préfets successifs, les uns après les autres, qui ont mené ces fameuses grandes opérations place nette, avec grand déploiement de forces de l'ordre, avec nettoyage de certains points de deal, et 2-3 jours après, les trafiquants reprenaient les points de deal. Le préfet Moutou, c'était un de ceux qui était le plus va-t-en-guerre à ce niveau-là, et qui faisait les déclarations les plus virulentes dans la presse. Fin 2024, il a dû faire un bilan avec un peu d'honnêteté, là, il faut le reconnaître, et il a dit, voilà, au niveau de l'année, on a réussi à démanteler 5 points de deal. À Nice, il en reste 48. Voilà. Et l'ampleur, le problème, il est là. Donc, même quand on arrive à nettoyer un point de deal, on n'arrive pas à le tenir. Donc, au niveau de la politique de prévention, il faut sortir justement du tout répressif et il faut agir à différents niveaux. Alors, il faut bien évidemment que ce soit une politique qui mette en musique et qui est en synergie les acteurs des sociaux, les éducateurs, travailleurs sociaux, accompagnement de famille, accompagnement des jeunes, l'éducation qui est primordiale, les clubs de sport, les activités culturelles. Il faut que l'ensemble des acteurs puissent travailler main dans la main dans un grand plan de prévention où, à l'intérieur de ce plan, la police municipale elle a un rôle prépondérant. Donc, on a d'abord, une des premières étapes, c'est les éducateurs de rue, la médiation de rue. Nous avons ensuite la police municipale qu'on va repositionner en police de proximité, et Olivier expliquera comment tout à l'heure. Et nous avons l'ensemble des acteurs qui doivent être mobilisés. Aujourd'hui, chacun essaye de faire au mieux. Les associations se battent comme elles peuvent, elles sont pas assez soutenues, mais il n'y a pas un grand plan d'envergure au niveau de la prévention. Et il y a une phrase qu'on cite tout le temps, alors qu'on attribue un peu à tort à Victor Hugo, mais qui est extrêmement belle et qu'on fera nôtre, tout simplement. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et on est dans cette optique-là. Un des grands angles morts de la politique sécuritaire qui est menée à Nice depuis des années, c'est qu'il n'y a aucune réflexion sur les facteurs qui font que des personnes vont tomber sous l'emprise des réseaux. On sait très bien que un jeune qui est entouré par sa famille, qui a des bons résultats scolaires, qui a un projet, qui sait ce qu'il veut faire plus tard comme métier ou comme formation professionnelle, il va être beaucoup moins facile à recruter pour les trafiquants qu'un jeune qui vit dans une situation de précarité, avec des conflits familiaux, avec un échec scolaire, une rupture, différents établissements après les uns après les autres, sans trouver sa place et surtout sans avoir d'avenir. Et des jeunes qui peuvent pas se projeter dans le futur, qui vivent dans la précarité, qui vivent dans un climat violent ou insécurisant, ça va devenir des proies faciles pour les trafiquants qui sont extrêmement forts dans le recrutement des personnes. Et donc, on connaît ces causes-là. Si vous prenez la carte de la ville,
On a beaucoup de consommateurs qui sont dans les beaux quartiers, qui sont à Cimiez, qui sont dans le Carré d'Or, beaucoup de touristes de passage qui consomment dans des fêtes, etc. Par contre, là où s'étend le trafic lui-même, là où il s'implante pour les points de deal, c'est tout simplement la carte de la pauvreté à Nice. Vous superposez la carte des points de deal et la carte de la grande précarité dans la ville, c'est la même. Hein. Donc, lutter contre la précarité, c'est un facteur déterminant pour lutter contre l'extension du trafic. Une politique de prévention passe par une lutte contre la précarité en premier lieu. Donc je vous disais les facteurs qui font que les jeunes, par exemple, basculent dans la délinquance, la précarité, pour les actifs le chômage, l'échec scolaire, l'absence de projet, l'absence d'activités accompagnant. Mireille parlait tout à l'heure des nourrices, des personnes qui sont obligées de laisser leur appartement qui va servir pour planquer de la drogue ou des armes. On a rencontré des familles. Moi, j'ai été appelé au Moulin pour rencontrer une famille, et c'est une dame, effectivement, elle aussi une mère isolée, qui avait un impayé de loyer important auprès de Côte d'Azur Habitat. Et là, les trafiquants l'ont su et ils lui ont soldé 8 mois d'impayés d'un coup. Côte d'Azur a gentiment encaissé l'argent. Elle a pu solder ces 8 mois d'impayés grâce aux trafiquants de drogue. Et en contrepartie, depuis, elle vit dans une peur permanente parce que son appartement, il y a des va-et-vient constants. Il planque de la drogue, il planque des armes chez elle. Elle peut plus rien y faire et elle vit dans une peur terrible. Elle est tétanisée. Elle n'arrive pas à en sortir. Donc, les trafiquants repèrent ces personnes fragiles, ces personnes vulnérables, interviennent de la façon la plus efficace pour étendre leur emprise dans le quartier. Donc on voit les dealers, on voit les choufs, on voit etc. Mais il y a tout un monde, un arrière-plan du trafic qui pèse sur les quartiers défavorisés, sur les personnes qui vivent, sur les commerçants, et il faut lutter à tous les niveaux contre cela. Donc un des éléments très concrets, c'est que quand la justice, et ça Mireille pourra en parler mieux que moi, veut ordonner des peines de travaux d'intérêt généraux, par exemple, pour la réinsertion des jeunes et éviter la récidive, eh ben, dans la métropole, il y a très peu de postes qui sont proposés. Il faut savoir que les TIG, c'est les collectivités qui les proposent. Parce qu'il faut du personnel qui encadre les personnes et qui vont faire un rapport et qui vont faire un suivi. Donc, on a beaucoup plus proportionnellement de travaux d'intérêt généraux proposés à Cannes et à Grasse et beaucoup moins à Nice. Il faut permettre à la justice d'imposer des travaux d'intérêt généraux aux jeunes pour éviter la récidive. Donc, on va lutter à tous ces niveaux-là, mais avec une vraie analyse des facteurs de bascule dans la délinquance et dans la récidive. Autre point important, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent devenir des proies faciles pour les trafiquants. Il y a des quartiers entiers qui deviennent des proies faciles pour les trafiquants. Il faut s'interroger pourquoi les moulins ont basculé en premier. Voilà, il faut se poser ces questions-là par rapport à l'urbanisme, par rapport à toutes ces règles. Et on voit une règle très simple, c'est que ce soit Grenoble, à Marseille, à Lyon, où le trafic de drogue s'étend, c'est systématiquement les quartiers qu'on dit défavorisés qui cumulent plusieurs facteurs. On y a bien évidemment la précarité, avec des taux de pauvreté énormes, une grande dominante de familles monoparentales et de mères isolées qui se trouvent piégées dans ces quartiers, un enclavement, c'est très souvent des quartiers qui sont très enclavés, où on n'arrive pas à entrer et en sortir, notamment par les transports, et on a des trafics qui vont s'implanter en priorité dans ces quartiers. Donc il faut aider les quartiers défavorisés à sortir de la précarité, il faut les désenclaver, il faut un retour des services publics, un retour de l'emploi, un retour des transports en commun, il faut agir à tous les niveaux, et là, bien évidemment, le renouvellement urbain est un levier très puissant contre ça, mais ça paye à très long terme. Les effets du renouvellement urbain, c'est sur 15, 20, 25 ans. Donc, il faut impérativement mener toutes ces actions, même si elles vont pas avoir un effet clinquant tout de suite, on va pas annoncer des prises, des arrestations, des choses comme ça, mais c'est dans le long terme ce qui va payer. Et ce qui fait qu'un territoire est plus ou moins résilient, c'est un territoire qui va résister plus facilement à l'emprise ou à l'implantation des trafiquants. Or, comme on n'a aucune politique de prévention digne de ce nom depuis près de 20 ans à Nice, c'est un boulevard, c'est un tapis rouge pour l'extension des réseaux de trafic. Troisième volet dans cette politique qu'il faut mener, c'est que quand on parle du trafic de drogue, bien évidemment, on parle de santé. On a tout un discours au niveau national et même local de personnes qui veulent absolument pénaliser, faire de la répression contre les consommateurs. Les consommateurs, même quand c'est des consommateurs pour un usage de drogue qu'on dit récréatif, basculent très souvent dans une addiction. Et qui dit addiction, dit dépendance. Et ce sont des personnes qu'il faut soigner. Tout simplement. Donc, on peut pas lutter contre le trafic sans mettre en place un plan de santé, de lutte contre les addictions important, par la prévention, les campagnes d'information dans les écoles, auprès des publics vulnérables, par les dispositifs via les associations. Et il faut recréer des structures qui manquent à Nice.
notamment des XAPA, hein, c'est les centres de soins, accompagnement, prévention, addictologie, avec hébergement. Hein, on a une vraie carence au niveau de la lutte contre les addictions parce qu'on n'a pas assez de XAPA. Et nous proposerons, nous, de façon expérimentale, la création de salles de consommation à moindre risque, parce que en l'absence de dépénalisation pour le cannabis et surtout par rapport aux drogues dures, il faut impérativement que les personnes puissent passer à d'autres produits et petit à petit sortir, se désintoxiquer, sortir de l'addiction. Donc il faut créer ces salles de consommation à moindre risque. Donc une politique de prévention digne de ce nom, on l'a vu, c'est tout le volet éducation, médiation, police municipale de proximité, c'est Olivier qui en parlera tout à l'heure, agir au niveau de l'ensemble du quartier contre l'enclavement et contre la précarité, avoir une vraie politique de santé. Et une fois qu'on a fait tout ce travail en amont, au long terme, qui est pas visible, qui va pas donner lieu à des grandes déclarations, à des grands points médiatiques, mais qui est absolument indispensable, on arrive au cœur de métier du dispositif, au cœur de la politique municipale, c'est le rôle, la fonction des policiers municipaux. Et je repasse la parole à Olivier Salerno. Merci beaucoup. Et oui, redéfinir le rôle de chacun et de chacune, c'est particulièrement important dans une ville où on a un maire qui se prend souvent pour le ministre de l'Intérieur local. Donc, je vais vous parler de la redéfinition des missions, du recrutement et de la formation de la police municipale. La ville de Nice s'est dotée d'effectifs très conséquents et comptabilise officiellement 550 policiers et policières municipaux et 220 agents de surveillance de la voie publique, les fameux ASVP. La police municipale et la police nationale doivent être complémentaires dans leur travail du quotidien en ayant chacune des missions clairement définies. Si la police nationale est en charge des investigations, démantèlement des réseaux, de la répression, comme on en a parlé tout à l'heure, la police municipale, elle, doit pouvoir se concentrer sur la prévention, la tranquillité publique et la proximité avec les habitants et les habitantes. Cette police-là, donc, on l'imagine comme une police municipale de proximité, doit être ancrée dans la vie et dans le quotidien de tous les quartiers de Nice. Nous procéderons donc à une refonte du recrutement, de la formation et des missions et du périmètre d'intervention de la police municipale. Parce que, par exemple, il est pour nous impensable de recruter, et c'est l'actualité très très récente, des personnalités sous le coup de procédures liées à des violences policières. Par exemple, avec le recrutement de Rabah Souchi, qui est impliqué dans la charge policière disproportionnée qui a causé les graves blessures subies par notre camarade Geneviève Leguet. Un tel recrutement qui est réalisé alors, en plus que la procédure est en cours, ça jette un discrédit sur l'ensemble de la police municipale et de ce corps de métier. Nous renforcerons donc la formation initiale des policiers municipaux pour atteindre un degré d'exigence équivalent à celui des policiers nationaux. Nous mettrons en place une formation continue dédiée notamment aux relations avec les habitants et les habitantes, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre toutes les formes de discrimination. Pour l'accueil et l'accompagnement des victimes, excusez-moi. Une police mieux formée est une police mieux acceptée par la population et qui travaille dans de meilleures conditions et qui reçoit donc plus d'informations, vu qu'on est sur une police municipale de proximité, pour agir au plus près de ce qu'il faut faire. Les habitants et les habitantes doivent pouvoir différencier facilement les policiers municipaux et les policiers nationaux. C'est pourquoi on va aussi travailler sur les uniformes des policiers municipaux. Aujourd'hui, on est presque sur une concurrence de l'équipement et de l'uniforme, ce qui fait que, à part le petit mot municipal en dessous du mot police, parfois on a beaucoup de mal à faire la différence entre ces différents corps, et c'est essentiel à nos yeux. Les policiers subissent des pressions importantes et des situations de danger dans l'exercice de leur mission. Donc, il sera aussi proposé et renforcé un accompagnement psychologique de la police municipale de Nice. Dans le même ordre d'idées, les armes de service devront être laissées à l'armurerie et en aucun cas apportées en fin de service au domicile des policiers. Sur une profession
avec beaucoup d'agents avec des situations parfois psychologiques très très difficiles à vivre au quotidien, le fait de ramener son arme à la maison est une source de danger pour le policier lui-même. Ensuite, nous allons mettre fin à la discorde institutionnelle. Alors que face aux enjeux qu'on a en face de nous, l'ensemble de l'institution devrait faire bloc face au réseau mafieux. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est allé jusqu'à demander publiquement le remplacement d'un préfet en fonction. Vous rappelez-vous, durant l'été 2024, après l'incendie criminel qui a coûté la vie à 7 personnes au Moulin, le maire de Nice n'a rien trouvé de mieux à faire que de demander que soit nommé, je le cite, un préfet compétent qui protège les gens, en accusant le préfet Moutou de laxisme, ce qui est assez cocasse. Ce faisant, le maire de Nice a envoyé un message pour le moins déstabilisant aux policiers nationaux en leur disant que leur patron local était incompétent. Depuis, ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque drame, le maire s'en prend au préfet, qui l'accuse de ne pas garantir la sécurité des habitants et des habitantes. Les policiers qui travaillent d'arrache-pied dans des conditions de plus en plus difficiles, comme on l'a dit, ont besoin de tout, sauf de cette désunion et de ces querelles institutionnelles. Les habitants sont également déstabilisés par ces attaques. Comment est-ce qu'on peut restaurer un climat de confiance avec les habitants, avec les forces de l'ordre dans ces conditions? Ces divisions des acteurs locaux de la sécurité est complètement contre-productive et totalement désastreuse. Nous, à l'inverse, nous œuvrerons à une complémentarité entre les actions du préfet et du maire, entre la police nationale et la police municipale de proximité. Un autre volet très très important, nous allons réduire l'événementiel pour garantir la sécurité des participants et des participantes. On l'a vu, il est très clairement ressorti des audiences de l'instruction du procès sur l'attentat de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 que l'accumulation des événements, notamment durant l'été, avait littéralement épuisé les forces de l'ordre. Quand on égrène un petit peu les événements, on a la prom party, l'Euro de foot, le concert, la fête nationale, etc. Le soir des attentats, on a pu observer qu'une partie conséquente des effectifs était en repos imposé, de façon réglementaire, car ils avaient effectué trop d'heures supplémentaires les semaines précédentes. Certains étés, les policiers et les policières sont mobilisés sur la sécurisation d'1 à 2 événements majeurs par semaine. Alors, on est bien d'accord, le risque zéro n'existe pas, mais nous appliquerons un principe de précaution. L'objectif premier n'est pas d'accumuler les événements, mais de garantir au maximum la sécurité des participants et des participantes de ces événements. Nous limiterons ainsi les événements si les conditions optimales de sécurisation ne sont pas réunies. Enfin, et tu en as parlé tout à l'heure, nous allons stopper la privatisation de la sécurité, qui à nos yeux est un non-sens. La municipalité et le bailleur social Côte d'Azur Habitat ont créé une brigade de sécurité privée nommée GAIDA. Donc c'est le groupement d'agents interbailleurs contre les désordres et les abus. Les prérogatives, les organes décisionnels et le financement de GAIDA sont plus qu'opaques. Il s'agit actuellement d'une brigade composée de 16 vigiles, anciens policiers ou anciens militaires, qui seraient principalement financés pour un total de 1,8 million d'euros grâce aux charges locatives des habitants et des habitantes du quartier et par des subventions locales. Alors, on l'a vu dans un premier temps, GAIDA a été déployé au Moulin et ensuite à Nice-Est. Cette brigade est peu à peu affectée à différents secteurs de la ville et Christian Estrosi en a fait également un argument de campagne. Donc, la ville de Nice confie la sécurisation d'événements majeurs à des sociétés privées également, avec de juteux marchés publics, par exemple au moment du festival de jazz, du village de Noël, du festival du livre, etc. Enfin, la ville de Nice, en misant tout sur la technosurveillance, se met par définition à la merci des sociétés pourvoyeuses de nouvelles technologies jusqu'au traitement et la conservation des données. Ce qui est aussi un domaine dans lequel la privatisation est quelque chose de particulièrement inquiétant. La sécurité des habitants et des habitantes ne doit pas être déléguée à des sociétés privées,
Les pouvoirs publics locaux, maires et préfets, doivent conserver le contrôle et une maîtrise pleine et entière de l'ensemble du continuum de la sécurité. Alors, le point qui est fondamental dans tout cela, c'est de faire en sorte que les libertés individuelles soient préservées et respectées. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est quand même dans une situation assez exceptionnelle où on a un réseau de vidéosurveillance qui est absolument incroyable. On a à ce jour, et je suis pas forcément sûr qu'il n'y en ait pas d'autres, 4720 caméras sur la voie publique. On a 1050 caméras sur le réseau de tramway. On a par ailleurs 1700 boîtiers d'alerte, 313 bornes d'appel d'urgence et 90 agents qui sont au centre de supervision urbain. Alors, outre le fait de dire que la surveillance même de ces caméras est absolument impossible en temps, hein, parce que quand on a un panneau absolument incroyable de caméras, je vois pas comment est-ce que la chose est même possible. Mais on entend d'ailleurs Monsieur Estrosi qui nous dit qu'il veut même passer de 6 000 à 10 000 caméras. Alors, ce qu'il faut quand même dire sur ce point, c'est que on est dans l'incapacité aujourd'hui, pour exemple, la Ligue des droits de l'homme travaille beaucoup à cette question-là, d'obtenir même les avis et les rapports qui doivent être normalement délivrés chaque année sur ce que ces caméras permettent, sur ce qu'elles coûtent. Et ils ont même été, nos camarades de la Ligue des droits de l'homme ont même été obligés de faire des recours auprès des dispositifs permettant la communication des actes administratifs pour en avoir un peu plus connaissance et ils n'ont pas pu avoir l'année, ni même cette année 2025, et me semble-t-il même l'année 2024. C'est-à-dire qu'on est dans une opacité même totale de 1, ça quoi ça coûte, 2, qu'est-ce que ça permet, et 3, quel est éventuellement le résultat de ces caméras déjà fort nombreuses. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a des images qui sont captées. Ces images captées, elles doivent être évidemment respectueuses des libertés des uns et des autres. Ça veut dire qu'il nous faut savoir combien de temps elles sont conservées, par qui elles sont conservées, qui les visionne et qui éventuellement pourrait et sur quelle réquisition les transmettre. Je veux dire que ces points-là ont été des points qui ont été tout à fait fondamentaux parce que l'idée quand même du maire, c'est d'aller sur tout ce qui peut être la traduction même de sentiments, d'expression de visage, etc. Et il avait été imaginé à un moment donné qu'on mette des caméras même dans les trams qui permettent de vérifier la manière dont les personnes se comportaient. Bon, heureusement que ce projet n'a pas vu le jour et que heureusement qu'on a quand même la CNIL qui est particulièrement attentive à faire des recommandations et à dire ce qui doit être fait ou pas. Mais il n'empêche que aller sur ce terrain, c'est effectivement particulièrement dangereux. Alors, on entend souvent, j'ouvre une petite parenthèse parce que on entend souvent les gens dire, mais finalement, qu'est-ce que ça peut vous faire si, grosso modo, vous n'avez rien à vous reprocher? Bon, ça, c'est la question à laquelle, effectivement, on peut parfaitement répondre, parce que le problème, c'est l'utilisation, effectivement, qu'on fait de ces images et la manière dont on peut en tout cas, les utiliser contre ceux qui pourraient s'exprimer avec une liberté d'expression qui est malheureusement pas toujours, elle, garantie. Donc, c'est pourquoi il est absolument nécessaire d'avoir des données chiffrées qui sont tout à fait contrôlables, c'est-à-dire d'obtenir que nous les ayons. Et avant même que de prendre une décision, en tout cas, il est hors de question d'augmenter le dispositif. Il est question, par contre, d'avoir un examen complet de ce qu'est la vidéosurveillance aujourd'hui, en équipement, en moyens humains, en maintenance et en amortissement. Le deuxième constat nécessaire, c'est de savoir à quoi ça sert réellement. C'est-à-dire, est-ce que on a pu ou pas élucider, et vous savez que le taux d'élucidation est extrêmement faible en réalité.
Donc là aussi, il pourrait y avoir des choses qui soient plus précises, même si le ministère de l'Intérieur en donne quelques chiffres. Et puis, évidemment, d'être extrêmement strict sur ce que l'on fait de ces données. Ça veut dire que on prendra le temps et on confiera à des personnes d'expérience le fait d'avoir l'ensemble de ces données pour avoir une vision claire. Et en tout cas, il n'est hors de notre propos que d'étendre ce dispositif. L'idée que nous avions aussi dans le cadre d'une meilleure démocratie active, c'est de permettre à ce que finalement ceux qui sont le plus touchés et le plus intéressés à la chose puissent s'exprimer. Alors, il y a différents moyens de recueillir la parole éventuellement et les propositions des uns et des autres, des unes et des autres, mais l'idée que nous avions soumise, c'est de mettre en place une véritable convention citoyenne locale sur la tranquillité publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain nombre de conventions qui ont été mises en place nationalement, qui ont donné des résultats qui étaient tout à fait intéressants, parce que les personnes qui s'y sont attachées, qui ont été donc nommées pour en faire partie, ont été productives de choses extrêmement intéressantes, et c'est bien dommage que d'ailleurs on n'ait pas utilisé. Mais en tout cas, localement, on peut mettre en place cette convention citoyenne locale avec un timing, une chronologie, un calendrier pour parler, qui a été exprimé dans le cadre de nos vœux sur la démocratie active, et nous pourrions donc imaginer que ce soit l'une des premières qui soit mise en place avec un temps de préparation, d'évaluation des données que l'on permet de diffuser, le travail qui est fait et ensuite la restitution des travaux. Donc ces conventions, elles sont effectivement extrêmement intéressantes et c'est un travail citoyen que nous souhaiterions mettre en place, y compris sur un thème qui est un thème effectivement complexe, mais que les gens apprécient sans doute différemment et autrement que quand on leur dit qu'il ne s'agit pas de dénoncer son voisin dans les fameux œils vigilants ou voisins ou vigilants. La question n'est pas là, c'est de prendre de l'ampleur et de voir comment est-ce que cette sérénité, cette tranquillité peut être atteinte. Donc, en conclusion de ce que nous venons de dire, nous souhaitons évidemment clarifier en réalité le rôle de tous les acteurs, pouvoir les coordonner et changer les choses de sorte que la ville de Nice ait une véritable stratégie de prévention en amont en articulant tous les facteurs qui puissent permettre d'éviter la bascule dans la délinquance et la récidive. En fait, la ville peut avoir un rôle de coordination majeur pour pouvoir avancer sur ce thème au-delà de ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire une politique spectacle avec des querelles partisanes qui sont tout à fait irrespectueuses même des intérêts des Niçois et Niçoises, puisque nous voulons une concertation de qualité et une vraie coopération à moyen et à long terme. Donc, cette politique, finalement, elle s'articule autour d'un certain nombre de points que l'on a résumés sous la forme de 10 mesures phares pour la tranquillité publique à Nice, et que je réitère ici parce que c'est le résumé fort de ce que nous venons d'exposer. Instaurer une véritable politique de prévention, lutter contre les facteurs de bascule dans la délinquance et la récidive, favoriser la résilience des territoires avec une lutte contre la précarité et la ségrégation urbaine, développer une politique de santé ambitieuse face aux addictions, redéfinir les missions, le recrutement et la formation des policiers municipaux, mettre fin à la discorde institutionnelle, réduire l'événementiel pour garantir la sécurité des participants et participantes, stopper la privatisation de la sécurité, garantir le respect des libertés individuelles et lancer une convention citoyenne locale sur la tranquillité publique. Ce sont les 10 mesures phares que propose Nice Front Populaire en cette matière. Merci de votre écoute. Vous avez des questions ?
Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu disais sur le recrutement sur le recrutement, puisque effectivement, je reviens de Lyon où a eu lieu le procès en appel de Rabassouchi. Et à l'occasion de son audition, quand même, c'est pas inintéressant parce qu'on ne le savait pas, mais à l'occasion de son audition, il a révélé le fait que, au-delà de la première condamnation qui avait eu lieu donc le 8 mars 2024, et nous aurons le résultat de ce procès le 29 juin prochain, eh bien, il s'avère qu'en réalité, il a bien été poursuivi sur le plan disciplinaire et que il a eu effectivement un blâme et que ce blâme lui a été donné, qu'il n'a pas contesté d'ailleurs, pour manque de discernement. C'est-à-dire que lorsque on a quand même Monsieur Estrosi qui était venu nous dire que Rabassouchi était un humaniste, un homme de cœur, très attentif aux autres, à l'écoute, etc. On apprend quand même que la commission de déontologie de la police municipale n'a pas été très ébranlée par le fait qu'il y ait eu un blâme définitif pour un manque de discernement. Ça veut dire, entre autres, et j'ouvre la parenthèse et la referme, sur effectivement une charge qui a été donnée dans des conditions d'ailleurs illégales, parfaitement disproportionnées et qui a occasionné les blessures extrêmement graves d'une militante d'attaque. Donc, quand on dit attention sur le recrutement, la formation, c'est aussi en cours de mission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aurait dû se poser la question de maintenir ou pas Monsieur Souchi au poste de directeur adjoint. Donc, ce que Olivier a développé là, c'est absolument fondamental. Vous avez des questions ?